Le prochain extrait que vous allez entendre provient encore une fois du Bropocalypse en ligne. Aujourd'hui, c'est avec Dr. Jean-Michel Pelletier, qui est psychologue sportif. J'ai adoré sa conférence, je pense qu'elle est super intéressante. La psychologie du sport, sans vouloir juger, mais je vais juger, dans le monde de l'entraînement est des fois un peu amené de manière un peu louche, disons-le comme ça. Fait que ça me faisait vraiment plaisir d'avoir Jean-Michel à l'événement pour parler de psychologie sportive. Il va vous parler de quelque chose qui est super important avec des athlètes, mais aussi avec du monsieur, madame, tout le monde, lorsqu'on va parler de réalisation, puis de développement, puis d'accomplissement, l'état de flow. Puis je pense que c'est super, super intéressant ce qui s'en vient. Fait que vous avez l'extrait du Brobocalypse avec Jean-Michel dans quelques secondes. Oui. Si vous avez... Euh, L'opposé de l'état de flow, c'est super important parce que c'est pour mieux comprendre l'état optimal, c'est important de comprendre c'est quoi l'état non optimal. C'est quand même important. C'est l'état d'esprit dans lequel on est ou que on est en train d'essayer. Comme là, vous voyez, là, c'est une personne d'escalade dans la photo. La personne essaie de faire quelque chose de difficile. Elle ne réussit pas une fois, réussit pas deux fois, réussit pas trois fois. Normalement, les êtres humains, après trois reprises, one, two, three, strike, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il y a un état, on appelle ça le sentiment d'impuissance. Souvent, quand on échoue, on échoue, on échoue, l'athlète va indirectement ou subtilement éviter de pratiquer ça puis de sortir de cette zone d'impuissance-là. Il va faire des comportements d'évitement. Il va essayer soit de faire un nouveau mouvement, quelque chose de différent, mais il ne voudra pas continuer à être dans le sentiment d'impuissance. Être dans le sentiment d'impuissance pour un athlète, là, regardez le mot, là, impuissance. Je connais pas beaucoup de monde qui aime ça être dans l'impuissance. Mais dans n'importe quel sport, si vous êtes relativement dans une compétition, si vous avez des challenges, vous n'avez pas le choix d'atteindre cet état-là d'impuissance. Parce que le défi peut venir de partout, soit des compétiteurs, de votre coach, de votre corps, de votre tête qui vous met de la pression, qui vous met du stress. Donc, le sentiment d'impuissance, c'est sûr que vous allez arriver à un moment où que vous n'allez pas être capable de faire quelque chose. Si vous n'arrivez jamais à ce moment-là, c'est impossible d'être un athlète. Parce que ça veut dire que vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps au top de votre forme, tout le temps parfait. Vous traversez les barrières tout le temps, tous les jours. Moi, j'en connais pas des athlètes comme ça. Là. Même Sidney Crosby, il vous le dirait, là, il s'est pratiqué une couple de fois avant de faire ses feintes. Là. Il a dû échouer une couple de fois. Puis ça, j'aime pas ça. Là. C'est genre la phrase faut apprendre de ses erreurs. Quand tu fais des erreurs, ben, on continue. Oui, mais c'est plus que ça. C'est de prendre conscience que quand tu te pratiques, ça, c'est pas nécessairement parfait, mais c'est quand tu te pratiques, tu te pratiques, tu te pratiques et que tu réfléchis à. Tu sais, c'est bien beau de pratiquer, mais si tu es tout le temps en train d'échouer, arrête. Parce que souvent, là, les coachs, les athlètes, c'est des gens performants. Quand ils sont en train d'échouer, ils se donnent un petit peu plus à fond, ils continuent, mais le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Si ça fait une journée que tu essaies de persévérer sur un mouvement, puis ça ne fonctionne pas, soit en escalade par exemple, tu essaies pendant une journée, puis ça ne fonctionne pas, je conseille fortement de prendre une petite pause, puis de faire ce qu'on appelle une analyse. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que si tu continues dans l'impuissance, oui, je connais des athlètes qui sont très persévérants, mais si tu continues, sans te poser des questions, ben, tu vas rester dans le sentiment d'impuissance. Ce que je propose souvent avec mes athlètes quand ils sont dans une impuissance comme ça, c'est de se prendre en vidéo, donc de regarder le vidéo. Moi, ce que je fais, c'est du vidéo feedback. Du vidéo feedback, c'est quoi? C'est que tu prends ta vidéo de ton blocage, de qu'est-ce qui ne va pas, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Mettons, il n'est pas capable d'aller chercher une prise, mais ça bloque. Ce qu'on fait, c'est qu'on le met en slow motion. On le met au ralenti. Sur YouTube, là, c'est super cool. Vous allez sur YouTube, mettez votre vidéo, vous pouvez le diminuer de 4 fois la vitesse. Puis il y a même des applications aussi. Donc, vous ne le prenez pas à la vitesse normale, vous le mettez en slow motion, donc au ralenti. Vous allez voir tout le mouvement au ralenti. Ce qui est le fun en 2020, c'est que des vidéos, c'est super facile à faire, puis c'est quand même de bonne qualité. Avec votre iPhone, vous êtes comme, bon, je prends une vidéo. Et vous prenez un expert.
vous allez sur YouTube où vous prenez votre coach qui est super bon, qui a la bonne technique, qui est capable de faire ce que vous faites. On appelle ça un mentor. Un mentor, ce n'est pas nécessairement le meilleur d'un domaine. Ce n'est pas celui qui a gagné les Olympiques. Un mentor, c'est quelqu'un de meilleur que soi dans un domaine. Fait que vous prenez quelqu'un de meilleur que vous pouvez aller sur YouTube. Il y en a déjà des tutoriels, mais vous pouvez les prendre votre coach ou n'importe qui est dans le gym ou dans la salle ou dans l'aréna ou dans n'importe quel sport que vous faites. Vous prenez quelqu'un qui est fort, qui est talentueux, et vous le prenez en modèle, vous le filmez, ou vous prenez la vidéo sur YouTube, et encore une fois, vous le mettez en slow motion. Fait que là, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir vous qui est en train d'apprendre un talent, puis vous allez avoir l'expert qui est en train de faire ce que vous aimeriez faire, donc votre skills. Après ça, c'est là que c'est intéressant comment on fait pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. On analyse et après, on fait de l'imagerie mentale. Après, on se pratique. Imagerie mentale, on se pratique. Normalement, vous allez débloquer. Puis c'est sûr qu'en 1 heure, je ne pourrais pas tout vous montrer sur c'est quoi l'imagerie mentale puis comment l'utiliser, mais on va essayer de le faire un peu. Mais il y a différentes techniques d'imagerie mentale, puis moi, j'essaie d'utiliser l'imagerie mentale de façon efficace. Pas juste visualise, regarde d'être dans un bon état. Ça, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas juste ça, la visualisation. Puis aujourd'hui, je parlerai même pas de visualisation, on va parler d'imagerie. Imagerie, ça fait référence à tous les sens. Tandis que juste visualisation, ça fait référence juste aux yeux. Ce qui n'est pas bon parce que justement, il y a certaines personnes qui sont juste dans la vue, qui sont pas assez dans leur corps, dans le kinesthésique. Puis c'est là où que l'état de flow peut bloquer. Scientifiquement, c'est quand même intéressant, tu sais, c'est quoi l'état de flow? C'est quoi scientifiquement? Il y a l'auteur, celui qui est vraiment la référence, là. J'ai beaucoup de misère à le prononcer, là, mais vous le voyez à l'écran. C'est l'auteur principal de l'état de flow. Il le définit comme ça, comme une concentration intense et focalisée sur le moment présent. Très, très difficile à avoir. On peut l'atteindre des fois dans la méditation ou tout ça, mais moi, ce que j'aime, c'est de l'atteindre de façon automatique, que ça se fasse de façon naturelle et non pas se forcer. Dès lors que tu es en train de te forcer à te concentrer, ça veut dire que tu ne seras probablement pas dans un état de flow. Normalement, la concentration intense et focalisée arrive naturellement parce que tous les paramètres, toutes les variables ont été atteints à leur plus haut niveau. L'environnement, le corps, la tête, les émotions, les gens autour, tout l'environnement est optimal pour que tu sois dans un état de flow. Tout ton entraînement, il y a comme plein de facteurs. Quand tous tes facteurs arrivent, normalement, naturellement, l'état de flow arrive. Puis je vais vous montrer comment rester dans l'état de flow, justement. Tu as une fusion entre l'action et la conscience. C'est quoi ça veut dire, ça? Ben, c'est que tu réfléchis pas à ton action. Ton action, puis ce que tu penses et ton action, ça se fait dans le même moment. Peut-être qu'il y a un délai d'une fraction de seconde, mais c'est très, très, très fluide. Quand tu penses à quelque chose, ça se fait de façon... ton corps agit quasiment avant que ton cerveau le réfléchisse. Ça veut dire que tu es dans un mode d'inconscience. Puis ça, c'est vraiment important. La paix de conscience de soi réflexive. Là, c'est un gros mot. C'est quoi en français ou en langage populaire? En gros, c'est d'arrêter de penser à qu'est-ce que les autres pensent de nous. Est-ce que les cheveux sont corrects? Est-ce que mon mouvement est correct? Qu'est-ce que ma coach va dire si jamais j'échoue? Qu'est-ce que mon père va penser si je n'atteins pas tel niveau ou si je ne gagne pas cette compétition-là? Ma vie est finie. Hey, ma vie est finie. Moi, j'entends ça dans mon bureau. Ma vie est finie si je ne gagne pas cette compétition-là. Ma vie est finie. Là, je répète. Vous dites, il y a des athlètes qui se disent dans leur cerveau, ma vie est finie si je rate cette compétition-là. Imaginez la pression. Si tu ne réussis pas, ta vie est finie. C'est ça que tu dis à ton cerveau. Fait que ça, si on ne travaille pas ça, ces pensées négatives-là ou ces pensées avec ce que j'appelle une pente fatale, là, des anticipations négatives fatales, mais c'est sûr que vous allez rester dans de l'anxiété, dans de l'anticipation qui va venir bloquer votre mouvement
qui va diminuer le côté naturel et organique du mouvement. Lorsque vous un des sports ou une des choses, c'est tout ce qui est je ne sais pas si vous avez déjà regardé des danseurs professionnels ou la nage synchronisée, par exemple. Regardez à quel point c'est fluide. C'est impossible que ces gens-là sont en train de réfléchir à chaque fois à leur mouvement. Comme ça, tout se fait dans un mode inconscient, automatique. Et ils sont tellement dans un état de flow que tous les mouvements deviennent fluides et organiques. C'est ce qu'on veut faire, mais dans d'autres domaines aussi. T'sais, si tu fais du snowboard, c'est pas pareil comme la danse, on s'entend, mais c'est le même phénomène. Un mané, quand tu fais du snowboard, puis tu fais des sauts en demi-lune, un mané, ça devient comme une danse. Ça devient comme, ouh, tout devient naturel. Puis regardez aux Olympiques, ceux qui réussissent, je pense pas qu'ils sont en train de réfléchir à chaque fois, OK, là, je vais faire ça comme ça, là, je vais positionner mon... Tout se fait de façon automatique. Puis évidemment, il y a beaucoup de pratique derrière ça, mais il y a beaucoup de mental aussi. Puis, mais moi, ce que je vois, même les athlètes olympiques, même les athlètes de haut niveau, les joueurs de hockey, tout ça, il y en a beaucoup qui ont ce qu'on appelle l'anxiété sociale, donc qui ont peur de se faire juger par leurs parents, de se faire juger par les recruteurs, etc., ou leur coach. Donc, leur conscience de soi devient full activée, donc ils pensent juste à qu'est-ce que les autres pensent d'eux. Et c'est là que l'état de flow shutdown. Donc, il y a un sentiment aussi de contrôle personnel de la situation. Tu sais, quand tu as l'impression que tout va bien, tu sais, quand tu conduis un auto puis tu es en contrôle de l'auto versus, tu sais, quand il y a une tempête de neige puis tu as l'impression que l'auto fait ça, là, ben, quand tu as l'impression que l'auto fait ça, ça veut dire que tu n'es pas dans l'état de flow. Puis quand tu conduis avec assurance, ben, tu es plus dans un état de flow. Le problème avec la conduite, vous comprenez que le niveau de stimulation puis le défi, en théorie, n'est pas super grand sur une autoroute, à moins que vous soyez dangereux, vous roulez à 180 km/h, ce que je ne vous recommande pas. Mais l'idée, c'est de comprendre que quand on est en contrôle de la situation, une impression d'avoir du pouvoir sur la situation, mais ça n'a pas de prix. C'est sûr que quand tu contrôles, tu as plus de chances d'être performant. Puis là, tu vois, cette partie-là de contrôle est vraiment importante parce que c'est un contrôle jusqu'à temps que si jamais tu ressens de l'insécurité, ben c'est là qu'il y a des gens qui vont sur-contrôle. Ils vont vouloir justement trop contrôler. Tu sais, imagine en escalade, si tu prends ta prise et tu essaies de te contrôler, tu vas devenir contracté. Tu sais, en psychologie du sport, là, tu sais, c'est le corps vient se contracter, puis tout ça se fait de façon inconsciente. Et quand le corps est contracté, peu importe les sports, moi, j'en connais pas encore des sports où tu es contracté, puis c'est ça qu'on s'attend de toi. Normalement, la plupart des sports, il y a une flexibilité, il y a un état de je sais pas comment appeler ça, comme plus subtil, plus flexible, pas trop, mais c'est rare que être comme ça, c'est un état corporel de performance. Il y a peut-être des exceptions, mais je vous le dis, j'ai regardé beaucoup de sports, même les sports où on demande d'être droit comme ça, il y a même, mettons, en plongeon, vous voyez, en plongeon, il y a une certaine prestance, mais même là, on voit qu'il y a une fluidité. Tandis que si le plongeur est comme ça, je vous garantis que son plongeon, il va faire. Puis ça ne marchera pas. Donc, contrôle, oui, mais si vous êtes dans le surcontrôle, vous allez tomber dans un autre état. Puis quand vous êtes dans le surcontrôle, ça veut dire qu'il y a de l'insécurité. C'est un automatisme. Le surcontrôle et l'insécurité, c'est des synonymes. C'est un vase communicant. Si tu te sens insécure, si tu ne te sens pas confiant en toi, tu as de fortes chances d'essayer de contrôler. Puis là, on va voir ça chez des athlètes assez trop contrôlés. Ah ben là, j'ai pas mangé ça. Puis là, d'habitude, je mange des bananes, mais là je mange pas de bananes. Puis là, regardez, là, moi, c'est important, ces petits trucs-là, là, je le recommande à tous mes athlètes. Là, c'est quoi tes petits rituels? C'est quoi tes points d'ancrage? Moi, je dis pas que c'est pas important, mais il vient un moment où que les athlètes les écoutent parler. Écoute, s'il fait pas beau dehors, il fait 1 degré de moins, puis ils perdent tout leur contrôle. C'est pas normal. Fait que pour moi, il y a une limite entre des rituels de contrôle. Ben, moi, j'aime ça manger mes bananes, tout ça. Mais là, si t'as pas de bananes, qu'est-ce que tu fais? Faut y penser. Parce que ça se peut que t'en aies pas des bananes. Là, c'est un exemple banal. Là. Mais ça peut être un détail, mais tu vas à l'épicerie, puis toutes les bananes sont vertes, puis tu es habitué de prendre des bananes, puis là, le jour de ta compétition, la banane n'est pas mûre. C'est niaiseux, là. Mais moi, j'ai des athlètes qui paniquent. Littéralement, ils paniquent parce qu'ils n'ont pas leur banane. Fait que moi, en préparation mentale, j'aime ça qu'il y ait les rituels, mais au départ,
à ce que leur truc ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu fais s'il n'y a pas de banane? Là, ça va vous faire rire peut-être. Là. Une banane, c'est niaiseux, là, ça n'a pas rapport. C'est pas ça qui va t'emmener dans l'état de flow. Ben oui, il y a du monde qu'il manque une banane. Ben, ils sont rendus dans la panique, dans l'anxiété, dans l'insécurité, puis c'est fini. Ils n'ont plus la possibilité de performer dans un état de flow. Ils peuvent gagner, ils peuvent performer, ça n'empêche pas, parce que tu peux être très talentueux puis gagner sans être dans l'état de flow. C'est pas ça que je dis. Mais tu ne seras pas à ton pic, tu ne seras pas dans ta zone. Tout ça à cause d'une banane. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas pratiqué ta flexibilité mentale pour être dans un état de flow. Alexandre nous l'a très, très bien décrit. Il y a une espèce de distorsion temporelle de l'expérience du temps. On ne sait plus trop si on est dans le moment présent, dans le futur ou dans le passé, mais il y a une distorsion. Une chose est sûre, c'est qu'on est pleinement dans ce qu'on fait. On est dans un état là. On est pleinement là. Puis souvent, le temps passe excessivement rapidement, mais quand tu te rappelles, c'est excessivement long. C'est comme une expérience marquante. Alexandre nous le décrit, là, il s'en souvient comme si c'était hier, il serait capable de nous donner tous les détails. Dans son cerveau, c'est gros. C'est un souvenir gros, mais je suis sûr que quand ça s'est passé, là, il était... Ça s'est passé en une fraction de seconde, ça a été plus vite. Donc le temps s'accélère sur le coup, mais dans le cerveau, dans le souvenir, ça s'étire. C'est très rare, ça fait ça. Hein? D'habitude, rappelez-vous, quand vous étiez à l'école où que le prof était plate, puis là, le prof, il parle première chose que nous allons voir aujourd'hui. La première chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'état de flow. Après, je vais définir qu'est-ce que l'état de flow. Ben, si je parle au ralenti, puis je donne pas d'exemple, puis je suis ennuyant, vous allez tomber dans l'ennui. Et là, dans cet état-là, le temps s'étire. C'est plate. Le temps est long. Donc, le temps passe pas vite, comme quand on est dans l'état de flow. Puis, on s'en souvient pas nécessairement. C'est un peu poche là, comme expérience. Le cerveau a tendance à l'oublier, à moins que ça soit vraiment de la torture. Le prof soit vraiment plate, puis que ça soit marqué dans votre tête. Il y a aussi une expérience de l'activité comme intrinsèquement gratifiante. Ça, c'est vraiment important. Quand on fait une activité, pour être dans l'état de flow, c'est souvent que l'activité en soi est gratifiante, que tu es fier de toi. Mais ça, il y a juste vous qui pouvez savoir c'est quoi qui vous rend fier. Même si j'essayais de vous l'introjecter, même si papa vous disait hey, c'est comme ça que tu vas être fier, si tu joues au hockey, tu vas être fier de toi. Si toi, jouer au hockey, ça ne te rend pas fier, ben, tu ne seras jamais dans l'état de flow. Parce qu'il faut que l'activité soit gratifiante. Gratifiante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça active la fierté chez toi. Pas chez la plupart des gens, chez toi. Chez toi, qu'est-ce qui active la fierté? Qu'est-ce qui active le fait? Ça peut être aussi niaiseux, là. Moi, j'ai réussi à faire pousser une plante, là. Je suis fier de moi, là. Écoute, c'est une plante, je ne serai pas dans l'état de flow, mais parce que j'aime les plantes. Si vous me demandez de faire pousser une fleur, j'aime moins les fleurs, fait que je vais être moins fier. C'est pas grave, une fleur ou une plante, mais moi, j'aime mieux les plantes. Qu'est-ce que tu veux? Je suis fait comme ça. Si vous aimez plus les fleurs, allez-y, là, gâtez-vous. Mais c'est là où l'état de flow, vous devez apprendre à vous connaître. Parce que si vous êtes en train de faire une activité en ce moment que vous n'aimez pas, ou que c'est papa puis maman, ou votre copine ou votre copain qui vous dit de faire, mais c'est sûr, ça va être difficile d'être dans l'état de flow. Alexandre, est-ce que tu voulais parler? Y a-t-il quelqu'un qui... Oh, puis j'ai ouvert mon micro, t'as raison, excuse. Ouais, Tu peux j'ai oublié de t'exprimer, le Alexandre? fermer, je suis désolé. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que tu as parlé de. J'allais te demander une affaire. Tu as parlé de motivation introjectée. Je peux vous l'introjecter, mais je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont familiers avec le concept d'introjection. Ça te dérange-tu de définir c'est quoi? Ben non, ben en fait, l'introjection, Alexandre pose la question, c'est quoi la différence entre intrinsèque et introjecté? Ben, moi, ma thèse doctorale était sur la motivation, juste pour mettre en contexte. Puis l'introjection, c'est ce que je vois le plus souvent. Je vais mettre la théorie de la motivation globale, là, je vais faire ça vite. Pour qu'une personne soit motivée, c'est important d'avoir 3 types de motivation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous procurer les autres conférences de tous les conférenciers aussi, ainsi que celle de Jean-Michel, avec le lien dans la description.